Donc, comme expliqué en introduction, nous allons essayer dans chaque émission de nous focaliser sur un point précis avec différents intervenants. Et aujourd'hui, peut-être essayer de se focaliser sur la question d'État monopoliste de sa devise et la question de la souveraineté monétaire, qui est une question brûlante dans plusieurs points du globe. On sait que plusieurs peuples dans le monde entier réclament cette souveraineté monétaire, mais se demandent comment y parvenir. Et à chaque fois, on leur fait croire que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, que c'est une marche trop haute pour être franchie. Et c'est intéressant de voir ce qu'en dit la MMT. Alors bien sûr, la MMT, tout d'abord, elle n'a pas tout inventé d'elle-même. Il y a des choses qui ont existé dans le passé. On sait que Knapp a fondé en 1905 le courant chartaliste en affirmant que la monnaie est une créature de la loi. Cabal-Erner, en 1943, a affirmé aussi que la monnaie est une créature de l'État et qu'on pouvait donc en disposer à volonté pour mener à bien nos projets politiques, ce qu'on appelle la finance fonctionnelle, et où la seule limite reconnue est l'inflation. Toutefois, malgré ses illustres prédécesseurs, il y a bien une originalité dans la manière dont la MMT et dont Warren Mosler réarticulent ces idées et en tirent la conclusion, la conséquence suivante, que tout État est en mesure de garantir à la fois le plein emploi et la stabilité des prix. Et Warren Mosler a également fait les conséquences pratiques, donc avec son premier pari, ce qu'il appelait son épiphanie italienne, au début des années 90, lorsque son fonds de pension parie sur le fait que l'Italie ne pourra jamais faire défaut sur la dette dénominée dans la monnaie qu'il émet, que l'Italie émettait, la lire. À une époque où, au contraire, tous les spécialistes économiques annonçaient que la lire ne pourrait jamais s'en sortir, puisque l'Italie venait de sortir du système monétaire européen, que les attaques spéculatives étaient trop fortes et que l'État italien menaçait de faire faillite. Et Warren Mosler a tiré toutes les conclusions du fait que ce n'était pas le cas. Alors, il existe un débat passionnant chez les économistes et chez les anthropologues pour savoir ce qui fonde la confiance en la monnaie. Et on retrouve très, très souvent l'idée que la confiance en la monnaie serait quelque chose de très difficile, quelque chose en fait qui nécessiterait au préalable une communauté peut-être politique et quelque chose sur laquelle on ne pourrait pas changer et influer. Et c'est pour cette raison-là qu'il serait très difficile pour un nouvel État de créer une nouvelle monnaie, car il faudrait déjà qu'une confiance règne avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, cette vision peut être attirante, mais elle est en fait réfutée par l'histoire. Donc, on a vu des exemples historiques qui ont été donnés par Robert, et on a vu plusieurs fois dans l'histoire des pouvoirs politiques, des empires, par exemple, réussir à imposer une monnaie et leur pouvoir sur des territoires où coexistaient des communautés diverses. De fait qu'en fait, la souveraineté monétaire n'est que la conséquence d'une souveraineté politique, d'un pouvoir sur un territoire donné. Et donc, à rebours d'une vision qu'on peut qualifier de dominante, la MMT affirme que la monnaie est un moyen, la devise plus précisément, est un moyen pour un pouvoir politique de perpétuer sa domination, sans recourir directement à la force, mais par un jeu, comme l'a présenté Robert, d'incitation et de sanctions, de carottes et de bâtons. Donc, le pouvoir politique dit à ces sujets, travaillez pour moi en échange de cette reconnaissance de dette. Au départ, la devise, ce n'est qu'une reconnaissance de dette, elle n'a pas de valeur en soi. Que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser pour régler vos obligations fiscales. Si vous ne les réglez pas, évidemment, c'est la prison ou la sanction. Mais si vous réglez bien vos obligations fiscales, si vous travaillez bien pour moi, dans ce cas-là, vous pourrez même accumuler cette reconnaissance qui est au départ une reconnaissance de dette et qui va petit à petit devenir la devise et à laquelle on va commencer à attacher une valeur en soi. Comprendre l'histoire et la généalogie de cette construction politique, c'est aussi comprendre qu'elle est réversible. C'est-à-dire qu'elle est à la fois solidement ancrée, mais en même temps, on peut, si nécessaire, créer de nouveaux États, créer de nouvelles devises, c'est possible. Il n'y a pas de fatalisme en matière de monnaie, et la MMT nous permet justement d'ouvrir la boîte des différentes conceptions possibles. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'États aujourd'hui ne disposent pas de leur souveraineté monétaire. Ils sont parfois sous le joug d'un autre État. On songe à tous les pays dollarisés ou à tous les pays de la zone CFA, et on sait que la MMT a beaucoup de choses à apporter aux pays de la zone CFA qui disent on aimerait bien avoir notre propre monnaie, mais en somme, on leur dit non, en fait, une nouvelle monnaie, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Vous n'êtes pas suffisamment apte à avoir votre propre monnaie, ce qui est complètement absurde. En fait, il suffit de regarder tous les exemples historiques ou dans le monde entier pour voir que c'est possible de créer une nouvelle monnaie. Et donc, finalement, comprendre cette analyse, en fait, quand on décrit, par exemple, ce qu'a fait Robert, en fait, décrire la manière dont les États ont imposé leur pouvoir politique par la monnaie, au départ, ce n'est pas une analyse qui consiste à dire c'est bien ou c'est mal, c'est une analyse au départ descriptive, qui décrit ce que fait l'État. Qu'est-ce que fait l'État quand il impose sa monnaie? Et ensuite, c'est un choix politique, c'est à vous de savoir si
en quelque sorte, cet état vous convient. Et si vous voulez essayer, par exemple, dans le cadre d'une révolution politique, de mettre en œuvre cette création monétaire dorénavant au service des peuples, ou alors si vous voulez créer un nouvel État, ou alors si vous voulez que votre État sorte de la domination d'un autre État. Mais avant de pouvoir faire tout ça, il faut bien analyser et comprendre ce qui est en jeu dans les mécanismes de domination et de servitude monétaire. Alors que faire? Eh bien, en premier lieu, tout révolutionnaire devrait commencer par mettre la main sur l'outil monétaire, ce que la Commune de Paris n'avait pas osé faire en 1871. Elle n'avait pas osé mettre la main sur la Banque de France, et à partir de ce moment-là, elle signait son échec politique. Et pourquoi? Déjà, à l'époque, on se disait, mais vous vous rendez compte, toucher à la Banque de France, ça va créer quelque chose de terrible. Seule la bourgeoisie, finalement, serait suffisamment apte à gérer l'outil monétaire. À rebours de tous ces fatalismes, la MMT apporte une bonne parole, une bonne nouvelle. Oui, vous pouvez créer une nouvelle monnaie. Oui, vous pouvez la faire accepter via les obligations fiscales. Et oui, vous pouvez vous en servir pour garantir le plein emploi et peut-être financer d'autres choses. On parle beaucoup en ce moment aux États-Unis du Green New Deal, qui n'a rien à voir avec les fausses politiques écologiques prônées par l'Union européenne, mais on parle plutôt d'un projet ambitieux qui soit vraiment mis au service de l'environnement. Que vous soyez le Sénégal dans la zone CFA, que vous soyez l'Équateur, qui est aujourd'hui dans la zone dollar, que vous soyez le Québec, qui n'a même pas de monnaie qui est dans le Canada, ou que vous soyez la Grèce sous le joug de la zone euro, toutes ces situations sont extrêmement différentes sur le plan politique, mais toutes peuvent se résoudre. Aucune n'est insoluble. Toutes peuvent se résoudre par une question de volonté politique, et nous avons, la MMT propose des plans pour ça. Donc, dès 1995, Warren Mosler propose dans un article en français, donc je précise, là, il n'y a pas besoin de traduction, c'est un article en français, dans lequel il propose que le Québec crée sa propre monnaie, afin de pouvoir accéder à la véritable indépendance, afin de pouvoir garantir le plein emploi, et surtout, très important, afin de pouvoir accéder à une véritable souveraineté sans avoir besoin de rechercher une illusoire homogénéité culturelle. Et donc, on sait que les débats au Québec se sont souvent concentrés sur la question de la francophonie. Mais en fait, l'indépendance sur un territoire, c'est avant tout la capacité à gérer le bien public, à donner un emploi à tout le monde, avant de vouloir imposer à tout le monde une illusoire identité culturelle homogène. Alors, dans le cas de la situation européenne, nous sommes face à une sorte d'énigme. Donc, la question européenne, moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est un sujet qui est souvent difficile à comprendre car dans la zone euro, en fait, on ne doit pas voir, bien qu'il y ait des analogies, on ne doit pas voir la Banque centrale européenne comme une entité extérieure qui imposerait sa volonté à l'État français. Bien que l'analogie soit tentante, la France n'est pas dans la même situation, par exemple, que le Sénégal soumis au franc CFA, qui est une monnaie coloniale. En fait, la zone euro, il faut mieux la comprendre comme l'émanation de bourgeoisie étatique nationale, et dans lesquelles l'État français a joué un rôle important. Et en fait, c'est intéressant, par exemple, de penser l'échelle européenne comme étant la consolidation de la Banque centrale européenne et des différentes banques centrales nationales. C'est plus juste, c'est une meilleure image de la réalité. Si on veut pouvoir ensuite critiquer la zone euro ou comprendre son fonctionnement, de voir qu'en fait, il y a un mécanisme de consolidation avec des États européens qui agissent en totale complémentarité et harmonie avec la Banque centrale européenne, plutôt que d'imaginer qu'il y aurait une sorte d'entité extérieure qui serait située on ne sait où et qui donnerait ses ordres directement à l'État français. Et une fois qu'on a compris cela, on peut ensuite penser cette zone euro et penser les manières soit de la changer, soit, si ce n'est pas possible, d'en sortir. Alors, les positions des auteurs de la MMT sur la zone euro sont diverses, mais peuvent globalement se synthétiser en une formule qui est la suivante. La zone euro n'est pas figée dans le marbre. Donc, il ne faut pas croire que les traités, il ne faut pas faire de fétichisme des traités, il ne faut pas croire que ces traités disent la vérité de la zone euro. La zone euro, c'est avant tout une capacité politique, une capacité d'émission monétaire au niveau de la Banque centrale européenne. Et donc, en théorie, je dis bien en théorie, une volonté politique peut mener des politiques économiques alternatives. Mais si cette volonté est absente, dans ce cas-là, chaque État a la capacité de recréer sa propre monnaie. Donc ça, Warren Mosler l'avait proposé, par exemple, dans le cadre de la crise grecque. Bill Mitchell aussi, d'autres auteurs de la MMT l'avaient proposé, avec l'introduction au départ d'une devise servant à régler des impôts, afin de créer une demande pour cette devise. Ça veut dire que si vous imposez au niveau de la Grèce que les impôts soient payés en drachmes, cela va créer une demande pour la devise. Alors que généralement, les économistes disent, si jamais la Grèce sortait de la zone euro, les Grecs ne seraient pas intéressés par la drachme. Ils voudraient absolument de l'euro, ils ne voudraient pas de la drachme. Mais si vous dites, vous avez besoin impérativement de cette nouvelle devise pour payer les impôts,
là, vous créez une demande pour la drague. Et ce qu'explique Warren Mosler, c'est que de ce fait-là, vous n'avez pas besoin de mettre en place des mesures extrêmement coercitives et parfois inefficaces pour forcer les Grecs à disposer de la drague. Et une fois qu'on a ce plan, et ben ensuite, c'est un choix politique de savoir si on s'en sert ou pas. Et donc là, après, c'est à chaque peuple en fait, de s'autodéterminer, de décider s'il veut bénéficier de l'indépendance monétaire, de la souveraineté monétaire, ou s'il préfère rester dans le système actuel, chercher à le changer. Mais ce qui est important, c'est d'avoir en fait tout ce panel d'éventail, toutes ces possibilités, tous ces plans alternatifs qui permettent, une fois qu'on les a sur la table, de décider en peuple souverain si on les utilise ou non.